Amis des générateurs de signaux, bonjour. Alors aujourd'hui, comme je vous l'avais promis, je vais vous présenter le SAG 1021i de chez Siglent. Alors, Siglent fabrique un certain nombre de générateurs de signaux, qu'on appelle souvent les générateurs de signaux arbitraires, c'est-à-dire que c'est des appareils qui vont être capables de générer des signaux périodiques avec des formes d'ondes standards, genre sinus, triangle, carré, et j'en passe à des meilleurs, mais aussi, et c'est aussi pour ça qu'il y a la notion d'arbitraire, de la forme que l'on veut. Et on va voir que grâce à certains logiciels, on peut tout à fait non seulement générer les formes d'ondes que l'on veut, mais aussi prendre une forme d'onde qu'on a mesurée avec un oscilloscope, la modifier et la régénérer à volonté. Alors, de plus en plus, les oscilloscopes intègrent aussi ce genre de générateur. Chez Siglent, ils ont fait un choix un petit peu différent. C'est-à-dire qu'au lieu de l'intégrer aux oscilloscopes, ils en ont fait un appareil à part que l'on peut brancher sur un certain nombre de leurs oscillos. Ils ont fait un peu le même choix pour la partie analyse logique. Bon, ça a des avantages et des inconvénients, mais c'est le choix qu'ils ont fait. L'intérêt de ça, c'est déjà d'avoir une commande unique. C'est-à-dire qu'à partir de l'oscilloscope, on va pouvoir contrôler le générateur et l'oscilloscope, c'est-à-dire que quelque part ça centralise tout, et surtout ça va permettre d'avoir une fonction qui s'appelle le Bode plot, c'est-à-dire le tracé des diagrammes de Bode. Je rappelle que les diagrammes de Bode, c'est des diagrammes qui, sur un système électronique, je rappelle un quadripôle, va permettre de tracer l'évolution de l'amplitude et de la phase en fonction de la fréquence. Et ça, c'est intéressant parce que c'est ce qui va permettre de tracer directement la réponse d'un amplificateur, d'un filtre, de n'importe quel système. Et c'est quelque chose de très intéressant et presque fondamental en électronique. Quand on fait un filtre, on veut regarder sa réponse. Et le faire avant à la main, c'était assez fastidieux. Il fallait générer les fréquences, mesurer à chaque fois, les reporter sur un graphique. Là, on va le voir, c'est complètement automatique. Et donc, quand c'est couplé à l'oscilloscope, ça permet de faire ça. Chez Siglent, l'oscilloscope, comme celui que je vous ai présenté, là, le SDS 814, il a la possibilité de tracer ces diagrammes de Bode, et pour le faire, donc de piloter un générateur qui peut être soit celui-ci, mais n'importe quel aussi générateur de la gamme Siglent. Vous avez déjà un géné Siglent à part, c'est pas la peine forcément d'avoir ce modèle-là. Ce modèle-là, donc comme j'ai dit, lui, on va le voir, il n'a pas d'interface, donc il doit être connecté à un oscilloscope. Et il a aussi comme avantage, on va le voir, c'est le fameux I ici de isolation, qui fait que il a une masse flottante par rapport à la masse d'oscilloscope. Et on va voir que dans certains cas, c'est quelque chose d'intéressant. Par contre, et c'est pour moi un des défauts de ce truc-là, il est très limité, particulièrement en amplitude, dans la mesure où à vide, il ne sait pas faire plus de 3 volts pic. Et ça, je pense que tout dépend de ce qu'on veut faire avec, mais dans certains cas, c'est quand même une limitation. Donc voilà comment il se présente dans sa boîte. Donc on voit que c'est un boîtier en aluminium ici, de bonne qualité. Donc on voit ici le câble USB qui va permettre de le brancher sur une des prises USB A de l'oscillo, donc soit celle qui est devant, soit celle qui est derrière, c'est au choix. Et là, c'est très simple, on a ici la sortie du signal, et ici une entrée ou sortie auxiliaire pour faire des synchronisations ou des choses comme ça. Ensuite, comme accessoire, on va avoir tout simplement le câble USB qui permet de le connecter, et un câble BNC pour le connecter à ce qu'on veut, sachant que voilà, c'est une sortie BNC standard. Donc voilà comment ça se présente. Donc on va le connecter et on va regarder maintenant un petit peu déjà comment ça se présente au niveau de l'oscillo. Voilà, j'ai connecté donc le générateur à l'oscilloscope. Je l'ai branché sur la prise USB de devant, mais on peut très bien brancher sur celle de derrière. Il n'y a pas de souci avec ça. J'ai mis l'entrée 1 sur la sortie du générateur et l'entrée 2 sur la sortie de synchro. Alors on va regarder un petit peu donc comment ça se présente. Donc là l'idée c'est que si on va ici dans Utility, on a donc ce menu Wave générateur ici, qui ouvre là le menu sur le côté qui va permettre de le piloter. Donc là, de façon très classique, on va retrouver les formes d'ondes, où on va avoir les ondes de forme classique, sinus, carré, rampe, pulse, ainsi de suite. Et on va aussi avoir les formes arbitraires, donc des formes prédéfinies dans l'appareil, ou des formes que l'on peut définir soi-même, comme je vais vous montrer tout à l'heure.
Donc là, on va prendre un sinus. Par exemple, la fréquence là, bah là, on peut choisir la fréquence que l'on veut. On va partir par exemple sur 1 kHz. Voilà. Ok, alors je rappelle que le max, pour info, hein, si on regarde, est de alors 25 MHz, mais le signal de synchro ne fonctionne pas au-dessus de 2 MHz. C'est le message ici qu'on a eu. Enfin bon, on peut déjà commencer pour l'instant avec un signal de 25 MHz. L'amplitude, alors je rappelle ici que l'amplitude maximum est de 6 volts crête-crête en sortie non chargée et de 3 volts crête-crête, donc chargé par 50 ohms. Donc là, si on se met par exemple pareil au maximum, voilà, on voit que c'est 6 volts, mais encore une fois, c'est crête à crête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, déjà, rien qu'en haute impédance, si on veut mettre un offset, par exemple, pour faire des impulsions pour de la TTL, par exemple, bah, on sera limité à 3 volts. Pourquoi? Parce que on ne peut même pas monter plus haut, en gros, que 3 volts. Même si on met un offset, en fait, il se bloque à 3 volts. Et sur 50 ohms, c'est limité donc à 1,5 volts par je veux dire, positif ou négatif. Et c'est pour moi une des plus grosses limitations ici de ce générateur. Enfin bon, pour pas mal quand même de... Après, pour tout ce qui va être ampli et tout, généralement, c'est suffisant. Donc là, justement, on voit qu'on peut avoir ici l'offset. Ensuite, on a donc justement, est-ce que la sortie est chargée ou pas? Je rappelle que ça change rien d'un point de vue électrique, c'est juste que les amplitudes que l'on définit sont divisées par 2 en 50 ohms. Là, il y a une protection, c'est-à-dire que s'il détecte une surtension en sortie, ça peut couper. Donc là, on peut la laisser. Et justement, la sortie synchro, et encore une fois, la sortie synchro ne fonctionne pas au-dessus de 2 MHz comme on l'a eu. Et là, en fait, on peut éventuellement automatiquement ajuster le niveau continu. Si on remet ici donc notre sortie sinus, voilà, 25 MHz. Donc là, bien sûr, là, on peut se mettre ici en auto setup. Voilà, et on voit ici donc notre signal de sortie, donc qui fait bien 6 volts crête-crête en sinus. Donc pour ça, donc c'est sa fréquence maximum. Après, si on descend beaucoup plus bas, par exemple là, si je viens à 1 kHz par exemple, voilà, donc là, il est évident qu'il faut que je balaye beaucoup moins vite pour le voir. Voilà. Et là, pour le coup, je vais pouvoir utiliser donc la synchro, ici, on. Voilà. Alors ces impulsions de synchro, comme on va le voir, là je les ai mis sur la sortie d'entrée 2. C'est des impulsions très courtes. Voilà, je ne sais pas si on les voit ici. Voilà, on les voit ici, là. C'est vraiment des impressions très courtes qui se font, donc à chaque fois qu'il y a le passage par 0 ici de l'onde. Donc ça, je vous renvoie sur mes vidéos que j'ai déjà fait. Hein. Ça peut être des fois très pratique d'avoir donc ces synchronisations ici. Donc si on retourne là dans le menu Wave, en fait voilà, on a ça. Alors comme j'ai dit, l'offset là par exemple, je peux pas tellement là le décaler parce que je suis au max. C'est-à-dire que comme ici je suis déjà à 3 volts au maximum, même si je veux rajouter un offset, il veut pas. Si par exemple là je voudrais faire une impulsion pour piloter de la logique, là je pourrais me mettre donc en impulsion, mais il faudrait que si je diminue mon amplitude de 3 volts, voilà, et que je mette là un offset de 3 volts. Voilà. Et ici, alors bien sûr, ma synchro ne se fait plus, mais ça, c'est pas un problème. Il suffit de la décaler ici, voilà. Et là, on aurait bien ici, comme on peut le voir, des impulsions, mais de 3 volts maximum. Je ne peux pas augmenter ici mon amplitude. Si j'essaye de le faire, on voit qu'il ne va pas vouloir, parce que je suis au max ici. Là, si je fais 4, au pire, il va me niquer l'offset, c'est tout ce qu'il a fait. De la TTL, ça passera encore, je pense, avec 3 volts et encore. Je dirais même, par exemple, si on fait des trucs avec des Arduino alimentés sous 5 volts, on est au-dessus de 2,5, donc normalement, ça devrait marcher. Mais voilà, par exemple, avec ça, on ne pourra pas piloter de la logique CMOS sous 15 volts, par exemple, à cause de cette limitation. Selon les différents types de signaux, on peut avoir ici des réglages différents. Par exemple, là, on peut régler le duty cycle. Typiquement, là, par exemple, je peux mettre un duty cycle de 10%. Voilà. Je vais pouvoir, en mode rampe,
régler la symétrie. Par exemple, là, si je mets 0, voilà, voilà, on voit que je peux avoir des rampes où si je les mets à fond, bah, ça sera des rampes montantes. Donc ça, bon, ça veut dire que c'est assez classique. Au niveau des impulsions, là, on peut régler la durée ici des impulsions. Ensuite, on a donc du bruit aléatoire. Donc ça, des fois, c'est aussi aléatoire. Sachant qu'on peut régler même la déviation standard et la valeur moyenne. Ici, donc ça, c'est aussi intéressant. On peut avoir donc une génération de tension continue, mais bien sûr, entre plus et moins 3 volts ici. Et après, donc au niveau arbitraire, là, pour le coup, on voit qu'on a énormément de types préprogrammés. Bon, tous les classiques, hein, les marches d'escalier, les positives, le trapèze, le mat. Ici, on peut avoir des tremblements de terre, les fameux signaux cardiaques. Là, toutes les fenêtres, les fonctions trigo. Et après, donc là, on va retrouver ce qu'on peut éventuellement donc stocker sur l'appareil. Et je vais vous montrer justement dans quelle mesure on va pouvoir utiliser un logiciel qui s'appelle EasyWave pour faire ses propres formes d'ondes. Voilà, mais avant ça, je voudrais vous montrer un petit peu ce qu'apporte cette fameuse sortie isolée. Alors, voyons cela. Voilà, ce que vous voyez à l'écran, c'est la sortie d'un signal sinusoïdal de 6 volts crête à crête, mis devant un pont de diode. Et là, c'est la sortie du pont de diode. Or, normalement, sur un pont de diode, je devrais avoir des alternances doubles à 100 Hz. Et là, on voit que je n'ai que les alternances positives. On voit que je n'ai pas les alternances négatives. Et ça, on pourrait se dire, bah, c'est bizarre, pourquoi c'est comme ça? Bah, c'est comme ça parce que, comme le générateur que j'utilise a la masse à la Terre, et que le oscilloscope a sa masse à la Terre, ben, si on regarde le schéma, c'est évident que ça court-circuite les alternances négatives. Et donc ici, ben, j'ai un conflit quelque part. Et donc pour résoudre ce conflit, ben, je pourrais soit utiliser les fameuses sondes différentielles, bon, ça serait aussi une solution, ou en effet, il faut que je brise la connexion qu'il y a entre les deux terres. Et ça, c'est pas une bonne idée. Alors, on peut éventuellement ne pas brancher le générateur à la terre, mais c'est pas une bonne idée. Et la pire idée, ça serait encore hein, de ne pas brancher la terre de l'oscilloscope. Dans tous les cas, ça va faire un peu des bêtises, parce que justement, ça va les rendre flottants après, par rapport au secteur. Ils sont pas vraiment faits pour ça, ça peut faire des trucs. Mais ici, le fait justement d'avoir un générateur qui est spécifiquement conçu pour ça, on va voir que ben, ça va éliminer ce problème. Alors maintenant, je vais faire exactement le même signal, mais à la sortie du générateur isolé. Voyons cela. Et voilà, on voit maintenant qu'avec un générateur isolé, on a bien ici les deux alternances, sachant que la partie ici est due au seuil des diodes. Je rappelle qu'à chaque redressement, il y a deux diodes en série, et donc comme elles ont un seuil de 0,6 volts, ça diminue évidemment cette partie-là. Mais voilà, c'est tout à fait conforme à ce qu'on s'attend à avoir à la sortie d'un pont redresseur. On voit bien ici l'intérêt d'avoir un générateur donc, qui est flottant. Hein, c'est ce que fait le I de ce isolé. Après, c'est pas une obligation d'utiliser comme ça. Je veux dire, si jamais on relie une des sorties à la masse de l'oscilloscope, ben, ça sera relié à la Terre et il n'y a pas de souci avec ça. Mais je veux dire, voilà, par défaut, il n'est pas relié. Alors d'ailleurs, il faut se méfier. Hein, pour info, je me suis fait avoir parce que j'avais laissé la sonde 2 sur la sortie de synchro. Et elle, la sortie de synchro, partage la même masse que la sortie. Ce qui fait qu'en faisant ça, bah, je reliais la sortie à la Terre, justement, et bah, ça ne fonctionnait plus. Alors attention, dernier point très important, c'est que la tension maximum de mode commun, hein, c'est marqué sur le boîtier, est de 43 volts pic to pic. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir plus de 43 volts entre, on va dire, la masse de l'oscillo et la masse de la sortie du générateur. C'est pas énorme, 43 volts. Par exemple, c'est hors de question avec ça de se dire, tiens, bah, c'est isolé, je vais pouvoir injecter un signal dans un truc qui est directement alimenté par le secteur. Si vous faites ça, vous allez bousiller probablement et l'oscilloscope et le générateur. 43 volts. Il y a encore 43 volts pic. Ça veut dire que si on considère ici que la sortie max c'est 3 volts, c'est-à-dire que c'est 40 volts. Donc ça veut dire qu'il faut quand même se méfier de ça. Enfin voilà, on voit bien ici que ce générateur est bien isolé
et que sa masse, par défaut, n'est pas commune à la masse de l'oscilloscope. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, une des fonctions très intéressantes que l'on peut faire avec un générateur connecté à l'oscilloscope, donc c'est le tracé de ces fameux diagrammes de Bode. Alors je rappelle que sur les oscillosiglants, qui sont, je veux dire, munis de cette fonction, on peut le faire soit donc avec le générateur dédié à l'oscilloscope, comme celui que je vous présente là, mais on peut le faire avec n'importe lequel des générateurs de la gamme Siglance, les SDG XXX. C'est pas obligé de prendre ce générateur-là pour le faire. Alors, pour faire ça, on va aller ici dans Analyse et faire diagramme de Bode. Voilà. Et donc, maintenant, on va voir comment on le configure et comment on le fait. Alors, pour info, j'ai pris comme exemple un pont de Vienne. Je vous ai déjà montré ça dans une vidéo, qui est un filtre qui permet d'avoir sur une fréquence donnée un déphasage de 0 degré et qui est utilisé entre autres pour faire ces fameux oscillateurs. Je vous renvoie ici à ma vidéo. Alors on va aller ici donc configurer. Donc là déjà on va dire comment on a branché les choses. Par exemple, donc je vais mettre l'entrée du quadripôle, à savoir la sortie du générateur, sur ma voie 1, donc CC1. Et je vais mettre la sortie de mon filtre sur la voie 2. Voilà. Alors un truc qui est intéressant, on voit qu'on peut éventuellement voir en même temps jusqu'à 3 voies. Alors ça c'est vraiment sympa. Imaginez que vous voulez regarder par exemple un filtre d'enceinte basse, médium, aiguë par exemple. Et ben vous pouvez voir les 3 en même temps. Donc là on va regarder ici que 2. Donc ici on va éventuellement pouvoir tester si un générateur est bien connecté. Donc là, il dit que c'est bon. Alors, on peut faire différents types de balayage, soit simple, soit en changeant le niveau à chaque fois. Bon, on va rester ici sur quelque chose de simple. On peut dire, est-ce qu'on veut que ça répète en permanence les tracés ou en faire qu'un? Ici, je veux en faire qu'un. On peut faire donc un mode linéaire ou décade. Donc là, on va faire par décade. Et on va balayer de 10 Hz à 10 kHz. Alors là, on peut choisir le nombre de points par décade, sachant que si on prend beaucoup de points, on aura une meilleure résolution, mais ça sera d'autant plus long. On va choisir ici l'amplitude, on va choisir ici le set, donc là, il n'y en a pas, en quoi on veut regarder les unités. Donc ici, on va se mettre en volt RMS, là, on va se mettre en haute impédance, voilà, comme ça. Donc ça, c'est OK pour la configuration. Après, on va choisir qu'est-ce qu'on veut afficher. Donc là, on va choisir d'afficher l'amplitude de la voie 1 et d'avoir un graphique qui va automatiquement s'ajuster au max, ce que je vous conseille de faire, c'est quand même plus simple. Donc voilà, on peut choisir où est-ce qu'on veut la référence. Bon, c'est pareil, on voit que c'est assez riche, pareil pour la phase. On peut choisir éventuellement des curseurs, une fois que c'est fait, pour pouvoir faire des mesures. Qu'est-ce qu'on veut voir comme phase? Donc là, voilà, comme j'utilise que ça, là, je veux voir l'amplitude et la phase. Mais on peut regarder que l'amplitude ou ce qu'on veut. Voilà. On va pouvoir éventuellement récupérer les données. Et on peut aussi faire des mesures. Voilà. Comme par exemple, on va faire ici, le point à moins 3 dB montant, à descendant, la bande passante, ce qui va être bien sûr intéressant pour un filtre. Donc une fois qu'on a tout préparé comme ça, on va lancer la mesure. Alors c'est assez long, faut dire ce qui est, c'est pas... c'est assez long à se lancer. Voilà. Et derrière, donc là, il fait des mesures, sachant que, comme je l'ai réglé, pour aller assez vite, j'ai choisi que 5 points, mais rien n'interdit d'en avoir d'autres. Donc là, on a l'amplitude en rouge et la phase en vert. Et voilà. Et là, on a typiquement la réponse d'un filtre de Vienne. Ça nous permet de voir que le max est avec la résolution qu'il y a dans ces eaux-là, donc ce qui correspond à peu près à 200 Hz, à peu près dans ces eaux-là. Ici, on voit bien que la phase est 0 au max, ce qui est normal pour un pont de Vienne, et ce qui généralement justement garantit ici les oscillations. On voit aussi ici la largeur de bande, voilà, 65 Hz à moins 3 dB, la bande haute, la bande basse. Donc on voit que c'est quand même très riche. On peut éventuellement même exporter toutes les données ici de mesure pour après les exploiter dans Excel ou ce qu'on veut. Voilà, on peut même les lister ici. On voit ici tous les points. On note aussi qu'on peut regarder la sortie soit sous forme de la tension de sortie, ce que j'ai mis ici, ou du rapport ici VOUT sur VIN,
et là qu'on va avoir en décibels. Voilà, on voit ici. Et donc, ce qui montre quelque part le gain. Et ça, c'est aussi intéressant, parce qu'on voit que, en fait, il y a toujours une atténuation, mais ce qui est normal, hein, un pont de Vienne passif atténue toujours le signal. Donc là, on voit bien qu'il y a une atténuation en dB, ce qui est tout à fait normal. Et pareil, on peut regarder ce qu'on veut quelque chose de linéaire ou de logarithmique. Encore une fois, on ne va pas regarder toutes les possibilités. Enfin voilà, donc ça montre bien que grâce à ce générateur piloté, on peut faire tous ces diagrammes de Bode qui sont, ma foi, très très utiles dans plein de cas. Je vous en ai montré un dernièrement sur ma vidéo sur la résonance, mais je vous en montrerai sans doute d'autres. Par exemple, pour mesurer la bande passante d'un amplificateur moyenne fréquence. Enfin, tous ces cas-là sont vraiment bien utiles. Voilà, et pour terminer cette présentation, je vais vous présenter le logiciel EasyWave. Donc EasyWave qui est un logiciel qui est gratuit, hein, qu'on peut télécharger sur le site de Siglent, et qui permet sur la majorité de leurs oscilloscopes et de leurs générateurs de récupérer les données de l'oscillo, éventuellement aussi de créer des nouvelles formes d'ondes et de les envoyer au générateur. Donc c'est un logiciel qui est, comme on va le voir, ma foi, très puissant. Donc pour l'utiliser, voilà, on le démarre. Là, il va automatiquement scanner, voir ce qu'il trouve. Donc là, on voit qu'il trouve bien un oscilloscope et un générateur, qui est le générateur qui est connecté à l'oscillo. Et la première chose qu'on peut faire, donc, c'est récupérer l'onde de l'oscilloscope. Donc là, pour ça, je peux aller ici dans communication et faire importer l'onde d'un oscillo. Je me connecte à l'oscillo. Là, on va voir que j'ai intérêt à choisir, voilà, une profondeur ici qui est limitée. Et là, je vais faire importer. Et automatiquement, voilà, on voit que il me récupère bien la forme d'onde de l'oscilloscope. Donc après, ça, je peux l'enregistrer sous forme d'image, je peux l'enregistrer sous forme de tableau de valeurs, et ainsi de suite. Donc ça, on voit que c'est déjà une première chose ici qui est assez intéressante. La deuxième chose qu'on va pouvoir faire, justement, c'est fabriquer ses propres ondes. Donc là, si je ferme ça, si je dis je vais fabriquer une nouvelle forme d'onde, je vais choisir le générateur. Donc moi, c'est un 1021i. Voilà. Je peux lui donner un nom. Je vais l'appeler démo Sirog. Voilà. Voilà, donc ici, je peux choisir la fréquence, l'amplitude, voilà, par exemple E2. Ici, je vais pouvoir donc générer mon onde. Alors, soit je pars d'ondes, je veux dire, de bibliothèques connues, carrément faire une onde complètement manuelle. Et là, on voit que c'est le dessin manuel. Donc voilà, je décide de faire une onde, et comme ça, toc, toc. Bon, c'est un peu n'importe quoi, mais voilà, pourquoi pas. Ça, c'est l'onde que je veux faire. Et ça, donc, je peux l'envoyer maintenant au générateur. Ici, j'ai qu'à faire ici, communication, envoyer au gêné. Quel générateur celui-ci? Je me connecte dessus et je l'envoie. Et là, il me dit que ça s'est bien passé. Et si je retourne là dans l'oscilloscope, on voit que je retrouve bien ici mon onde. Et si je me mets en mode automatique, par exemple, voilà, auto setup, on voit que il me répète bien ici mon onde bizarroïde là, qui est pas très facile à synchroniser, mais enfin voilà. Donc là, on voit toute la puissance de ce système où on peut très bien faire toutes les manips qu'on veut. Par exemple, on peut enregistrer une transitoire, un rebond par exemple, et après pouvoir l'envoyer au générateur de façon à pouvoir le régénérer encore et encore pour mettre au point un système anti-rebond. Ou récupérer un signal sinus, par exemple, y rajouter du bruit ou des parasites, et le réinjecter pour vérifier que ça fonctionne bien. C'est un logiciel ici qui est très très puissant, on pourrait faire des heures de vidéo dessus. On voit qu'on peut même aussi faire les ondes au niveau de l'analyseur logique, voilà, et générer en fait ce qu'on appelle des patterns, les analyser. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très très puissant. Je rappelle que ce logiciel est gratuit, donc vous pouvez très bien le télécharger, hein, je mettrai le lien en commentaire, et vous pouvez déjà vous amuser avec, il n'y a aucun souci, même si vous n'avez pas d'appareil. Voilà donc pour la présentation de ce générateur,
qui ma foi est plutôt intéressant, mais honnêtement, je trouve qu'il est quand même assez limité. En même temps, comme on peut le voir, contrairement à d'autres générateurs, il n'y a pas de possibilité de modulation de fréquence, d'amplitude, il n'y a pas de possibilité de vobulation, il n'y a pas de possibilité de mode burst et tout ça. Donc, honnêtement, hein, je vais vous dire mon sentiment, si vous voulez un générateur, à moins que vous ayez spécifiquement besoin de ce côté isolé, ou que vous vouliez vraiment avoir quelque chose, je veux dire, d'intégrer à l'oscilloscope au niveau de la commande, faut beaucoup mieux prendre un générateur extérieur que vous pourrez donc piloter quand même, et vous pourrez faire les diagrammes de Bode quand même, hein. Sachant que par contre, si vous prenez un générateur extérieur, vous ne pourrez pas le piloter depuis l'oscilloscope. Ça, c'est réservé au SAG, mais sinon, le diagramme de Bode gère les générateurs de la marque Siglent. Et si on regarde par exemple au niveau prix, on peut voir qu'aujourd'hui, là, donc on est le 22 février 2025, le modèle que je vous ai présenté, il vaut 286 € TTC chez Polytech, par exemple. Alors que le SDG 830, il est à 230 €. Et lui, c'est un générateur qui monte jusqu'à 30 mégas, et surtout, qui lui va vous offrir les vobulations, modulations et tout ça, et gère jusqu'à 10 volts de sortie sous 50 ohms, 20 volts à vide. Donc, honnêtement, pour moi, je pense que si je devais choisir, je préférerais, on voit même pour moins cher, prendre ça, ce qui me permettrait quand même de faire les diagrammes de Bode, plutôt que de prendre ce modèle. Après, c'est vrai que ça prend éventuellement plus de place. C'est toujours pareil, hein, c'est un choix en fonction de vos besoins. Hein. Le générateur que je vous ai montré, il fonctionne très bien, hein, et là-dessus, il n'y a rien à dire. Il permet aussi, par exemple, d'avoir qu'une seule liaison, comme on le voit sur le logiciel EasyWave. Il faudrait bien sûr faire 2 liaisons si vous voulez piloter un générateur externe. Enfin bon, pour moi, c'est pas vraiment un problème. Après, c'est comme tout, hein, il faut toujours choisir l'appareil qui convient mieux par rapport à ses besoins. D'ailleurs, si vous avez des questions sur ce générateur ou sur n'importe quel thème de la chaîne, je vous rappelle que je ferai le traditionnel live mensuel, donc celui de février, le samedi 1er mars, à 21h pétante, sous le contrôle de notre ami Nico, comme d'habitude. Tiens, salut Caroline, qu'est-ce que tu fais? Tu lisais des romans d'amour, oh là là, et alors? Tu en déduis que l'amour est plus fort que la mort. Ah bah c'est pas dit ça. Regarde, la Toussaint c'est un jour férié, alors que la Saint-Valentin ne l'est pas. Enfin là-dessus, faites de belles mesures, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.